Alors ils m'ont demandé, en particulier Rick Heisenberg m'a demandé de traiter quelque chose qui soit pourrait être extrêmement simple, soit qui devient un petit peu compliqué. C'est de traiter cet espace dans lequel se trouve le tronc sympathique, les artères intercostales, les veines intercostales aux confins des vertèbres et des côtes, à proximité du fascia endothoracique et de la plèvre. Autrement dit, un espace virtuel. Virtuel parce que, par nature, il n'existe que ces éléments-là et un petit peu de tissu cellulo-graisseux. Mais dès qu'on y injecte quelque chose, évidemment, la plèvre est repoussée puisque c'est le seul élément mobile, facilement. Et il n'y a rien de plus difficile que de décrire un espace, parce que définition d'un espace, c'est essayer de lui donner des limites. Or là, comme il s'agit d'un espace, comme je viens de le dire, virtuel, on va essayer de comprendre comment ces limites virtuelles peuvent être repoussées lorsqu'on injecte un produit d'anesthésie locale. Le premier dessin que je mettrai en place est une vue latérale droite où je ne choisirai que quelques éléments. Le haut du dessin sera vers le haut du tableau et l'avant du dessin sera sensiblement vers la droite du tableau. Je vais représenter une partie seulement de la colonne vertébrale thoracique, m'intéressant en particulier ici à la deuxième vertèbre thoracique. Je mettrai en place ici les disques intervertébraux et les vertèbres thoraciques suivantes, ce qui me permettra dans un instant de pouvoir poser l'articulation avec les côtes et de définir également les espaces intercostaux. On va prendre un certain nombre de repères qui vous permettront aussi de repérer la hauteur des éléments. Et je n'aurai pas à dessiner l'arc postérieur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va essayer de ne pas en faire plus de 12. Je n'ai pas envie d'avoir la risée de la population. Et ceci nous mène à la 12e vertèbre thoracique. Je vais tout de suite y articuler, comme c'est obligatoirement le cas, en tout cas pour les côtes moyennes, elles vont s'articuler avec deux corps vertébraux adjacents. Et je vais les interrompre assez vite, parce que ce qui nous intéresse dans un instant, pardonnez-moi, sera aux confins de l'articulation costo-vertébrale. C'est ce paquet vasculo-nerveux intercostal auquel il faut adjoindre le tronc sympathique. 5, 6, 7, 8, 11. On est bon. Je vais mettre en place les éléments d'une membrane intercostale qui va obstruer ici la partie postérieure de l'espace intercostal. Elle sera dans le prolongement ici du muscle intercostal intime, le plus médial des muscles intercostaux, dont dans un instant, je vais mettre en place quelques fibres musculaires, pratiquement à l'endroit de la tranche de section. Alors, pour comprendre cet espace intercostal, peut-être faut-il se rappeler que l'on a affaire, pour ce qui est du tronc, comme au niveau du thorax d'ailleurs, comme au niveau de l'abdomen, on a affaire, au point de vue de l'embryologie, à trois grandes coulées de tissu mésoblastique, trois grandes coulées mésenchymateuses qui sont concentriques, un petit peu comme on pourrait l'imaginer d'une poupée russe, vous savez, ces poupées qui se déboîtent, il y a trois couches concentriques. C'est vrai, on est à l'étage abdominal, parce que là, on comprend bien qu'il y a un plan musculaire profond, le transverse. Il y a un plan musculaire intermédiaire, c'est l'oblique interne, et un plan musculaire latéral, c'est l'oblique externe. Entre deux, les lames de fascia
c'est la base du tas de blocs, ce n'est pas ce que j'explique aujourd'hui. Eh bien, au niveau de l'espace intercostal, on a la persistance de ces 3 grandes coulées de mésenchyme qui donnent 3 couches musculaires. Dans la nomenclature internationale, on a un muscle intercostal externe, un muscle intercostal interne et un muscle intercostal intime. Les fibres musculaires charnues ne se prolongent pas sur toute la longueur de l'espace intercostal. Néanmoins, les enveloppes musculaires, elles, poursuivent leur trajet et obstruent la totalité de l'espace intercostal. C'est pourquoi nous voyons ici le bord postérieur de l'intercostal intime, mais nous voyons le fascia qui va tapisser le muscle intercostal interne qui se trouve juste en arrière de cela. Une fois que j'ai posé ceci, je vais, en bas du dessin, vous mettre en place, en regard de TH12, l'aorte thoracique qui va devenir aorte abdominale. Cette aorte thoracique qui va devenir aorte abdominale va être bien entendu entourée du diaphragme et je vais, pour mémoire, mettre en place ici une petite languette de ce diaphragme que je vais suspendre en quelque sorte dans le vide grâce à un amarrage par quelques crochets pour vous rappeler donc la coupole diaphragmatique qui se trouve à cet endroit-là. Sur le flanc droit de la colonne vertébrale, c'est la veine azygos. Azygos, étymologiquement, ça veut dire sans compagnon, la veine impaire. En effet, lorsqu'on a commencé à la décrire, on l'a décrit uniquement du côté droit, puis ensuite on s'est aperçu qu'il y avait des veines plus petites qu'on a qualifiées hémiazygos et accessoires qui se trouvaient sur le flanc gauche de la colonne vertébrale. Néanmoins, cette veine azygos va ici se jeter dans le confluent veineux, ou plus exactement en dessous du confluent veineux jugulo-subclavier, dans la veine cave supérieure, et de la même façon, je vais ici suspendre dans le vide, puisque je ne dessine pas les éléments autour, je suspends dans le vide le point d'aboutissement de cette veine azygos. Je vais la mettre en place ici, en montrant qu'elle va avoir 2 racines, une racine latérale et une racine médiale qui passeront dans des endroits différents du diaphragme, mais ici je ne présente pas ces rapports. Eh bien, cette veine azygos va drainer les veines intercostales. Je vais dessiner ici ces éléments veineux intercostaux qui se jetteront dans la veine azygos. L'élément suivant va être maintenant constitué par le tronc sympathique. Le tronc sympathique, c'est la partie orthosympathique du système nerveux autonome. C'est la seule qui possède, semble-t-il, des fibres qui informent le système nerveux central sur l'état des viscères. Autrement dit, des fibres potentiellement susceptibles de véhiculer de la nociception. On discute toujours la possibilité d'une nociception transmise par les fibres parasympathiques. Au jour où nous sommes, le 6 décembre 2014, rien n'a été prouvé chez l'homme, même s'il y a des arguments chez l'animal. Mais vous conviendrez avec moi que quand on étudie le système nerveux du rat, on est quand même assez loin du système nerveux de l'être humain. On en restera donc à des choses classiques. Et je vais représenter ici ce tronc sympathique qui va présenter un renflement ganglionnaire. C'est ce qu'on appelait autrefois la chaîne sympathique latéro-vertébrale. Et ce renflement ganglionnaire va exister à chaque niveau métamérique. Se poursuit, bien sûr, en passant à travers le diaphragme. À partir de la 7e, 8e, 9e et 10e habituellement métamérisation thoracique, partant du renflement ganglionnaire, des filets nerveux vont constituer le nerf transplancnique
et 11e et 12e vont constituer le nerf petit splanchnique qui va cheminer pour sa part, là aussi dans un orifice spécifique du diaphragme. Il est temps maintenant de mettre en place les éléments artériels. Alors je n'ai représenté ici que la partie basse de l'aorte. On pourrait ici mettre en place une artère intercostale qui provient de cette aorte et qui se destine à l'espace intercostal bas. Mais pour les autres éléments, je me contenterai simplement de faire venir ici les éléments artériels, puisqu'ils proviennent de l'aorte et que l'aorte se trouve sur le flanc gauche de la colonne vertébrale. C'est normalement masqué à notre vue pour la partie haute du dessin. Ce que vous attendez tous, ce sont les nerfs spinaux. Eh bien, ces nerfs spinaux, je les représente en jaune, émergeant du foramen intervertébral et constituant le troisième élément maintenant de ce paquet vasculo-nerveux intercostal. C'est presque fini parce qu'il faut maintenant comprendre comment le contingent somatique du système nerveux autonome, et non pas le contingent viscéral puisqu'on est au niveau du thorax, le contingent viscéral part par les nerfs splanchniques et est à direction basse vers l'abdomen, tandis que le contingent somatique va maintenant en particulier rejoindre par les rameaux communicants gris et blanc le système métamérique des nerfs spinaux, c'est-à-dire des nerfs intercostaux. Voilà la raison pour laquelle il faut représenter ici deux rameaux communicants pour ce système nerveux autonome. Eh bien, vous avez peu ou prou l'essentiel de ce qui va être à l'intérieur de l'espace qui nous intéresse. Vous allez me dire, pour l'instant, je ne vous ai toujours pas montré d'espace. Eh bien, il est grand temps de le faire. Et je vous propose, avec la même orientation que je ne redessine pas, de, au contraire, présenter ici la forme que va avoir cet espace, puisqu'il communique d'étage en étage. Il a une forme à section triangulaire lorsqu'on fait une coupe horizontale, un triangle un petit peu irrégulier, puisque si on reconstitue la forme générale, ce que je tente de faire ici, eh bien, on est plutôt dans une forme de prisme, mais de prisme qui serait allongé et légèrement cintré pour suivre la courbure de la colonne vertébrale thoracique. On va donc dans cet espace décrire un contenu. Le contenu, nous le savons déjà, ce sont les éléments du pédicule vasculaire intercostal, et c'est ici le tronc sympathique, essentiellement. Mais on va lui décrire enfin des faces, et on va pouvoir délimiter ainsi cet espace. Premièrement, il y aura une face postérieure. Cette face postérieure de l'espace, elle est constituée ici par les côtes des différents étages, les espaces intercostaux, avec les éléments fibreux que je vous ai décrits et musculaires. Voilà pour la délimitation postérieure. Si je regarde maintenant la face antéro-latérale, c'est celle qui va être en fait en contact avec le fascia endothoracique, donc fascia endothoracique, et le nom traditionnel qui y est associé, c'est le nom de l'anatomiste Louchka. Ce fascia endothoracique de Louchka, si je le représentais sur le dessin précédent, il viendrait ici envelopper ces structures. Je vais en mettre en place ici un ruban. Il viendrait
tapisser non seulement les parois du thorax, c'est-à-dire les côtes, les espaces intercostaux, mais venir ici se réfléchir en avant de la colonne vertébrale, en entourant l'aorte, en entourant le conduit thoracique que je n'ai pas encore représenté, mais qu'on retrouvera sur un schéma ultérieurement. Au-delà du fascia endothoracique, qui est la véritable limite de cet espace, nous allons trouver la plèvre avec ses deux feuillets, avec un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. Pour représenter cette plèvre, je vais choisir une autre couleur et ici, mettre à nouveau en place ce petit ruban qui matérialisera, et sur ce dessin, étant donné déjà le nombre de superpositions graphiques, je vais simplement me contenter de montrer en une seule couleur les deux feuillets de la plèvre. Voilà pour la délimitation antéro-latérale. Il reste maintenant une face que l'on pourrait ici qualifier de face médiale à cet espace. Et cette face médiale de l'espace va être constituée à l'étage d'émergence des nerfs spinaux par le foramen intervertébral, et entre les foramens intervertébraux, on aura les pédicules des vertèbres thoraciques, donc les pédicules des vertèbres, et bien entendu, on aura également le corps vertébral, un petit peu plus en avant, et les disques intervertébraux. Pour qu'un volume soit parfaitement défini, il ne suffit pas de définir les faces du prisme, il faut dire au moins un mot des deux extrémités. Là, je les ai faites comme si elles étaient complètement ouvertes. Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Il y a là une espèce de fond du panier, et je m'en voudrais de ne pas le dessiner, parce que nous sommes précisément à Clermont-Ferrand, la ville où un de mes prédécesseurs, professeur d'anatomie du Collège français des professeurs d'anatomie, le professeur Georges Paturet, a décrit l'espace inframédiastinal postérieur. Cet espace inframédiastinal postérieur, je vais à présent donc vous le représenter tel que l'a décrit Georges Paturet dans les années 50 du XXe siècle, en simplifiant au maximum les choses. Je vous présente le corps de la 12e vertèbre thoracique. Je vais mettre en place ici un petit segment, puisqu'il s'agit d'une coupe horizontale de la 12e côte. Je vais, dans le prolongement, dessiner un peu de muscles intercostaux de l'étage sous-jacent. Et puis surtout, je vais à présent appliquer l'aorte, puisqu'elle traverse le diaphragme en TH12, et mettre en place ce que nous n'avons pas encore réellement dessiné aujourd'hui, mais que nous aurons l'occasion de revoir. Ici, appliqué contre la colonne vertébrale, le conduit thoracique qui draine la lymphe du réservoir du Schill, qu'on appelait autrefois la citerne de Péquet, qui se trouve immédiatement à l'étage en dessous, au niveau de l'abdomen. On est donc dans un espace où on va trouver ici le ligament cintré du diaphragme. Je vais faire assez vaste pour que nous puissions voir quand même le fond de cet entonnoir. Ce ligament cintré avec donc la région des piliers du diaphragme, il va s'appuyer ici sur la 12e côte, mais aussi sur les processus transverses. Enfin, j'essaie, comme je vous l'ai annoncé, de simplifier les dessins. Et puis, nous allons trouver des petits hiatus
latéralement, qui vont être creusés ici dans la masse charnue du diaphragme. Et pour simplifier, je ne distingue pas au niveau de l'aorte les fibres qui sont purement tendineuses, parce qu'évidemment, pour que le courant sanguin ne soit pas interrompu, il convient qu'il n'y ait pas de fibres musculaires qui risquent de se contracter et de réaliser un véritable sphincter à cette aorte. Mais pour ce dessin, j'essaie de simplifier les choses. Eh bien, on va retrouver les racines du système azygos qui vont traverser ici l'hiatus le plus latéral, en compagnie des nerfs les plus proches ici, le grand splanchnique. Je vais essayer de retrouver la même couleur, pardonnez-moi. Voilà donc nerf grand splanchnique et système azygos. Et dans l'hiatus un petit peu plus antérieur, on va retrouver le nerf petit splanchnique. Quels sont les rapports rapidement extrinsèques de cette région du fond, j'allais dire, de cet espace? Bien, c'est relativement simple. On va trouver ici la loge rénale gauche et la loge rénale droite, avec en particulier la surrénale d'un côté et de l'autre. Et on pourrait mettre en place ici, au moins symboliquement, les éléments de la coupe du rein, avec les pyramides de Ferrein et le pied long que l'on voit en coupe. J'essaie de stabiliser un petit peu les tableaux parce que je me rends compte qu'avec le micro, le bruit doit être infernal. Pardonnez-moi. Voilà pour la coupe du rein et pour cet espace inframédiastinal postérieur qui se trouve donc ici dans le fond du panier, comme je l'appelle, cette espèce d'entonnoir où aboutissent les éléments qui traversent le diaphragme. Je serai beaucoup plus court sur la partie haute, la limitation haute, mais il faut quand même que je vous dise un mot, sinon cet espace ne serait pas réellement délimité. Les données anatomiques nous manquent un petit peu pour préciser, parce qu'il faudrait, s'agissant d'un espace virtuel, faire des injections de matière colorée et ensuite procéder à des dissections. Néanmoins, le haut de cet espace, c'est finalement le ganglion cervico-thoracique. Et ce ganglion cervico-thoracique, il est, vous le savez tous, contenu dans la fossette sus-et-rétro-pleurale de Sébillot. Avec les ligaments qui suspendent le fascia de Simpson et le dôme pleural, c'est-à-dire les ligaments tendus de la colonne vertébrale cervicale au dôme pleural, mais également des processus transverses des vertèbres cervicales. Le deuxième dessin que je vais mettre en place va vous intéresser maintenant davantage. Au plus on va avancer, vous allez voir, au plus vous allez vous y retrouver. Mais il fallait avant tout poser, j'allais dire, la base de la compréhension de ce que peut être cet espace. Le deuxième tableau va être consacré à la mise en place d'une coupe transversale qui va passer par une vertèbre thoracique moyenne, T6, T7 par exemple. Je ne vais pas la représenter comme au scanner, mais je vais la représenter comme si on la regardait par au-dessus. En effet, le plus souvent, lorsque vous réalisez ces gestes, vous êtes légèrement en surplomb du patient qui est en position assise. Donc je préfère, plutôt que vous donner les coupes de l'imagerie, vous donner celles qui vous permettent de faire leur référence au schéma corporel. Je vais présenter ici vers l'avant la coupe donc du corps vertébral, de cette vertèbre thoracique moyenne, et en arrière, l'arc postérieur. Cet arc postérieur
va passer par le plan de coupe pour une partie seulement, puisque je vais prolonger ici la partie la plus inférieure, celle du prolongement des lames vers le processus épineux. De sorte qu'on pourrait déjà tout de suite, quasiment, représenter ici la ligne des téguments et y poser le tissu cellulo-graisseux sous-cutané que je vais simplement mettre en place par ce petit ruban. Pour ce qui est des éléments musculaires accolés à l'arc postérieur, il y a les muscles des gouttières vertébrales, et je me contenterai ici de les présenter de la façon suivante. Avant de compléter les muscles postérieurs, je vais dessiner, vous l'attendez tous évidemment, la vertèbre s'articulera avec la côte, et donc on va pouvoir mettre en place ici au moins la silhouette de cette côte. Dès lors, on a parfaitement défini le canal vertébral. On va très rapidement donner une idée des différents plans musculaires sans les décrire totalement, en dehors ici peut-être du muscle le plus superficiel qui est le muscle trapèze. Au niveau moyen, il est encore présent et je passerai plus rapidement sur les couches musculaires intermédiaires et voisines. J'essaierai cependant de les distinguer en plusieurs plans pour montrer comment, dans un instant, les fibres nerveuses issues de la racine dorsale du nerf spinal et les rameaux vasculaires vont venir compléter l'innervation de ces éléments dorsaux. Alors, allons-y. Dans le canal vertébral, je vais schématiser, et pardonnez-moi de cette schématisation extrême, la coupe de la moelle épinière. Regardez à quel point c'est schématisé. Je me contenterai de faire quasiment une croix pour la substance grise. Je vais représenter l'origine du nerf spinal avec la racine ventrale et la racine dorsale, en sachant que le renflement qui contient les corps cellulaires du premier neurone périphérique des voies afférentes, le ganglion annexé à la racine dorsale, se trouve pratiquement au niveau du foramen intervertébral, ce qu'on appelait autrefois le trou de conjugaison, que le nerf spinal va évidemment, à ce niveau-là, constituer un nerf intercostal, mais qu'il va également fournir d'autres rameaux. En particulier, dès que le nerf spinal est constitué, il va abandonner, et je vous l'ai déjà dit, les éléments ici du rameau dorsal du nerf spinal. J'en représente quelques-uns. Notez qu'à l'étage cervical et à l'étage lombal, là où se forment les plexus, comme ce rameau dorsal du nerf spinal part immédiatement après la constitution du nerf spinal, ces rameaux dorsaux des nerfs spinaux ne participent jamais à la formation des plexus des membres. Donc quand vous faites des blocs plexiques, vous ne bloquez jamais les rameaux dorsaux des nerfs spinaux. Ces rameaux dorsaux des nerfs spinaux, à quoi sont-ils destinés? À l'innervation motrice des muscles qui sont postérolatéraux par rapport à la colonne vertébrale et à l'innervation des téguments qui les recouvrent. Autrement dit, ce sont les muscles de la station érigée et puis une petite bande de tissu de revêtement de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ce n'est pas tout. Il y a des rameaux maintenant récurrents du nerf spinal, connus sous le nom de nerf sinus-vertébral de Louchka. Vous voyez un anatomiste qui, pour cette région, a été particulièrement contributif.
qui sont en fait donc des rameaux méningés. Eh bien, puisque ce sont des rameaux méningés, il est temps de mettre en place au moins les limites de ce manchon méningé, en essayant de le laisser ouvert d'un côté, mais au contraire de le montrer rempli, plein en quelque sorte, en trait plein, puisque c'est un véritable manchon qui va entourer l'émergence du nerf spinal. Toujours pour la Dumer, je représente ici entre les deux racines les éléments du ligament dentelé qui suspend la moelle épinière. Au format du dessin, je ne peux pas représenter les différentes enveloppes méningées avec la pimère, l'arachnoïde. Je me contente ici simplement de mettre en place le ligament dentelé et la Durmer. Je prolonge donc ici simplement le nerf intercostal de cet étage et simplement ici le rameau dorsal du nerf spinal. Continuons pour le contenu maintenant de cet espace qui nous intéresse dans la région paravertébrale et aux confins ici de l'espace intercostal. Comme c'est une vue supérieure, l'aorte va être sur le flanc gauche de la colonne vertébrale au niveau thoracique moyen. De la face postérolatérale de l'aorte vont émerger maintenant les artères intercostales qui sont en fait ni plus ni moins que des artères segmentaires qui témoignent de la métamérisation de l'embryon. Les veines sont représentées par le système azygos et ces veines azygos vont être relativement antérieures et latérales par rapport au corps vertébral, mais évidemment beaucoup moins volumineuse qu'une veine cave à l'étage abdominal, puisqu'il n'y a pas là à drainer des viscères, il n'y a à drainer que les espaces intercostaux. Et je représente ici les veines qui sont drainées, c'est-à-dire les veines intercostales de part et d'autre. Enfin, le tronc sympathique est lui plus proche pour les renflements ganglionnaires du foramen intervertébral, donc plus postérieur que le système azygos, comme on l'a vu ici. Le système azygos est un petit peu plus antérieur que ne l'est le tronc sympathique. Tout ça pour des raisons embryologiques relativement simples, puisque ici, nous allons pouvoir montrer ces rameaux communicants gris et rameaux communicants blancs avec le nerf spinal. Enfin, pour être complet, il faut que je continue de mettre en place ici, comme je l'ai cité précédemment pour l'espace inframédiastinal, le conduit lymphatique qui draine la lymphe et qui, lui, est ordinairement au contact des éléments fibreux qui unissent les disques intervertébraux et les corps vertébraux à la face antérieure. Je ne vais pas les représenter là pour ne pas alourdir le dessin. C'est le ligament vertébral commun antérieur. Il y a un ligament vertébral commun postérieur. Il y a également ici un ligament qui unit les lames des corps vertébraux. Donc tout ceci, ce sont des structures fibreuses qui sont évidemment importantes. Et il y aura, pour la colonne vertébrale, profusion d'éléments veineux. Ces éléments veineux vont se drainer ici, dans le système azygos, et il y aura ordinairement un plexus veineux important, à la fois en avant, pénétrant parfois dans le corps vertébral des vertèbres thoraciques, et en arrière, ici, du névrax. Mais vous le savez très bien, lorsque vous faites les péridurales, et particulièrement chez la femme enceinte, même s'il est rare que vous le fassiez au niveau thoracique, quand on descend au niveau lombal, les veines sont impériles dans cette région. Eh bien, pour ce qui est de la proximité, on a fait à peu près le tour de la question. Je vais essayer de reprendre les mêmes couleurs que précédemment,
pour matérialiser maintenant le fascia endothoracique de Louchka. Et ce fascia endothoracique de Louchka, il tapisse la totalité de l'intérieur du thorax. C'est pour ça qu'il se prolonge ici en avant de la colonne vertébrale, en englobant artères et veines et lymphatiques. La plèvre va présenter maintenant ces deux feuillets, et en avant, et ça sort du cadre du tableau, on aurait l'œsophage, mais on va pouvoir montrer ici le cul-de-sac inter-aortico-œsophagien. Voici la plèvre pariétale, voici la plèvre viscérale. Entre les deux, c'est évidemment le parenchyme, c'est le vide relatif, et en dehors, pardonnez-moi, c'est évidemment le parenchyme pulmonaire que je matérialise par ces quelques traits. Rapidement, je mets en place la plèvre pariétale et la plèvre viscérale de l'autre côté, toujours avec ce cul-de-sac, et toujours en montrant par ces quelques traits le parenchyme pulmonaire, dans le but de vous montrer le ligament interpleural de Morozov. On peut l'écrire avec deux F ou avec un W, la translittération est phonétique. Donc, on a là tous les éléments en place. Vous avez bien compris que l'espace va être un espace triangulaire. Je ne vais pas refaire le trait ici, mais simplement vous l'indiquer avec le doigt pour ne pas surcharger ce dessin. La base du prisme, c'est le foramen intervertébral donc, qui se trouve ici. Et la pointe du triangle se prolonge ici vers la région latérale sous le fascia endothoracique. Mais cet espace, à proprement parler, je vous ai dit qu'il était virtuel, il n'est pas fermé. C'est ce qui va vous expliquer que lors des injections, eh bien, la paroi la plus mobile, c'est la plèvre. Si vous êtes entre le fascia endothoracique et la côte et l'espace intercostal, il va y avoir un bombement, signe caractéristique de la plèvre, et une rétraction donc du poumon en regard du liquide que vous aurez injecté. Mais surtout, il n'y a pas de délimitation anatomique, il n'y a pas de cloison, ni en avant, ni latéralement. C'est-à-dire que le produit, suivant la quantité que vous allez injecter et la vitesse d'injection, pourra diffuser le long de l'espace intercostal, latéralement, mais pourra ici diffuser vers l'avant. Et surtout, chose plus intéressante pour l'anesthésie, parfois et parfois plus handicapante, le foramen intervertébral, le lieu d'émergence du nerf spinal avec l'ensemble de ses vaisseaux, sera une possibilité d'acheminement donc de ce produit avec les risques que ça comporte. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait ici que le manchon diurmérien qui entoure l'émergence du nerf spinal déborde du plan de la vertèbre. Et que par conséquent, une aiguille qui irait se ficher à l'intérieur de ce manchon réaliserait ni plus ni moins qu'une rachianesthésie. Voilà pour la théorie, mais vous savez très bien qu'en pratique, vous êtes tous beaucoup plus habiles que ça et que cette chose ne surviendra pas. On va avancer un petit peu, si vous le permettez. Je regarde l'heure. Oh, il faudra aller vite. Hein. Mais ça valait la peine, non, d'essayer de comprendre ça. Plutôt que d'utiliser du coup les 4 tableaux en main que j'aille très vite, je vais mettre en place une vue postérolatérale droite pour essayer de montrer la voie d'abord par les aiguilles et les repères osseux. Donc, le haut du dessin sera vers le haut du tableau, mais comme c'est une vue de 3/4, l'avant sera dans ce sens-là et le côté droit dans ce sens-là. Donc je vous fais une projection finalement sur un plan d'une vue postéro-latéraux supérieure droite. Allons-y.
Je vais couper une vertèbre et vous présenter les deux vertèbres sous-jacentes. On va essayer d'aller relativement vite là-dedans. Voici le corps vertébral donc, que je coupe d'une vertèbre thoracique, mais j'en laisse évidemment un petit segment. Voici l'arc postérieur de cette même vertèbre avec le plan de coupe. Et puis la partie que je n'ai pas coupée, c'est-à-dire ici, la partie qui va se rendre au processus épineux. Et voici la lame vertébrale de la vertèbre que je coupe. Je vais présenter tout de suite les deux vertèbres sous-jacentes, avec cette fois-ci le processus transverse de la vertèbre immédiatement sous-jacente, avec son processus articulaire inférieur, avec son processus épineux, la lame vertébrale pour cette vertèbre. Et je vais tout de suite, pour que vous compreniez un petit peu mieux, mettre en place ici la côte avec laquelle le processus transverse de cette vertèbre s'articule. Je poursuis encore avec un étage, toujours le processus transverse d'un côté, de l'autre, les facettes articulaires, des processus articulaires, et ici, les lames et le processus épineux. On en aura, je pense, suffisamment pour comprendre l'anatomie que j'ai à vous décrire dans cette région. Voilà pour les repères ostéologiques. On reprend assez rapidement ici la coupe de la moelle épinière avec substance grise et substance blanche. L'origine du nerf spinal avec son rameau dorsal et son rameau ventral. Voilà pour ce nerf spinal. Et je voudrais maintenant assister un petit peu plus, avant de mettre en place les éléments vasculo-nerveux et le tronc sympathique, sur les moyens d'union de ces pièces osseuses, autrement dit les ligaments et éventuellement les muscles que vous allez rencontrer dans cette région. Bien entendu, je ne vais pas représenter les muscles des gouttières vertébrales, parce que sinon on ne verrait absolument plus rien. Je vais donc rester vraiment collé contre le squelette que je dessine maintenant. Eh bien, voici les ligaments qui unissent le processus transverse et la côte correspondante. À ce niveau-ci, je pourrais esquisser simplement, mais on n'en verra pas grand-chose, le ligament qui unit la région médiale de la côte avec le processus transverse. Il y a des ligaments intertransversaires, qui vont présenter un renforcement postérieur, que je vais représenter ici avec une couleur légèrement différente. Et puis, il y a maintenant des ligaments qui ne sont plus des ligaments intertransversaires, mais des ligaments qui unissent lame vertébrale et processus transverse. Autrement dit, des ligaments transversaux lamellaires. Ces ligaments transversaux lamellaires avaient été décrits par Trollard. Je vais écrire son nom dans un instant. Et je ne fais ici qu'en décrire grossièrement la disposition. Souvent, c'est un ligament en Y qui vient également ici se réunir au massif articulaire des processus articulaires. Du point de vue musculaire, il faudrait rajouter ici le muscle costo-transversaire
postérieur, et je ne vais en représenter évidemment qu'un, en donnant ici assez schématiquement son obliquité et la direction de ces fibres. Il va s'insérer sur le processus transverse de la vertèbre sous-jacente et sur la côte sous-jacente. Le nerf spinal, on l'a bien représenté ici, mais vous allez me dire, est-ce qu'on le retrouve à l'étage inférieur? Ben oui, on va le retrouver un tout petit peu ici. Il est dans un plan plus antérieur que tout cela. En revanche, on va voir ici les rameaux à destinée postérieure s'échapper, c'est-à-dire le rameau postérieur du nerf spinal qui va s'arboriser entre ces ligaments. Plus rapidement, je vous redonne ici la coupe de l'aorte thoracique avec les artères intercostales correspondantes. Je redonne également le système azygos qui draine les veines intercostales. On a les 3 éléments du pédicule intercostal. Je donne ici le renflement ganglionnaire du tronc sympathique, et je vous rappelle, en faisant dépasser en bas du dessin, qu'il s'agit du tronc sympathique, même si on n'en voit ici qu'un renflement ganglionnaire et surtout les rameaux communicants avec le nerf spinal. Le conduit thoracique se trouve ici au contact du ligament vertébral commun antérieur que je n'ai pas représenté, je ne l'ai pas repris ici pour ne pas alourdir ce dessin. Il me reste à mettre en place le fascia endothoracique et de 2 traits, la plèvre avec le ligament interpleural, plèvre pariétale, plèvre viscérale, avec le parenchyme pulmonaire qui est représenté par ces quelques traits. Dès lors, on peut maintenant comprendre les voies d'abord à travers les téguments en traversant les muscles. Il y a d'abord une première voie, et je reviens sur les dessins, une première voie qui est une voie sagittale paramédiane. C'est celle qui va ici rejoindre l'espace parallèlement à peu près au processus épineux. Il y a une voie latérale qui part de l'espace intercostal. Je représente ici donc symboliquement l'aiguille et son tracé. Si on le retrouve sur ce dessin, l'espace peut être atteint en suivant ici l'axe du processus épineux, ou au contraire par une voie un petit peu plus latérale, et celle-là, on peut la représenter comme ceci sur le dessin. Oh, vous m'accordez encore 6 minutes? Merci. Alors, si vous m'accordez encore 6 minutes, je vous fais la vue postérieure du médiastin. Je ne vais pas la faire sur tous les étages. Autrement dit, on va regarder par en arrière en ayant retiré l'arc postérieur des vertèbres. Ce qui va permettre de comprendre comment s'étage ce que nous avons vu ici sur une vue latérale, comment les choses se présentent lorsqu'elles sont face à vous dans la position dans laquelle vous allez procéder donc à ce geste du bloc paravertébral. Le haut du dessin est vers le haut du tableau, la droite du dessin vers la droite du tableau. Je vais d'abord poser quand même un repère osseux, même si je vous ai dit que je renonçais à présenter toute la colonne vertébrale. Je vais, dans le bas du dessin,
quand même vous représenter le corps vertébral de la 11e vertèbre thoracique. Corps vertébral de la 11e vertèbre thoracique. Je vous ai dit que j'avais retiré les arcs postérieurs. Voici le lieu d'implantation des pédicules. Et voici la face postérieure du corps vertébral. Pour comprendre un petit peu mieux, je vais positionner ici la 11e côte. Et du point de vue de l'ostéologie, ce sera pratiquement tout avec un petit élément du processus transverse. Je vais reprendre les craies pour montrer maintenant du plan le plus antérieur au plan le plus appliqué contre la colonne vertébrale les éléments que vous allez rencontrer. Là-haut, je vais représenter l'œsophage thoracique. Cet œsophage thoracique, que je représente avec une couleur relativement foncée et sans trop y insister, va être immédiatement en arrière de la trachée. Trachée que je me contenterai de représenter ici par ces quelques traits blancs. Une fois qu'on a l'axe viscéral du cou, je n'ai pas fait descendre l'œsophage parce qu'il sera masqué par d'autres éléments, on va considérer que nous sommes à peu près ici, juste au-dessus de la bifurcation trachéale, c'est-à-dire au niveau de la 4e vertèbre thoracique, TH4. Si vous vous souvenez de votre coupe anatomique en TH4, c'est la coupe des crosses, c'est-à-dire qu'on va trouver sur le côté gauche l'aorte thoracique avec sa portion descendante. Je commence par représenter ici cet arc de l'aorte et la partie de l'aorte thoracique descendante. Pour le moment, je ne mets pas en place les artères intercostales. Et en revanche, je pourrais faire partir ici l'artère subclavière du côté gauche, qui va remonter donc dans la base du cou, et de l'autre côté, on va montrer l'artère brachiocéphalique droite, au moins un petit bout, ce qui aura pour avantage de permettre de positionner ici le nerf vague droit, et puisque nous y sommes, le nerf vague droit, sous la sous-clavière droite, va abandonner ici le nerf récurrent droit qui va aller dans l'angle trachéo-œsophagien. Je vais ensuite représenter le conduit thoracique. Ce conduit thoracique va aller se jeter dans le confluent jugulo-subclavier gauche, mais je ne le montrerai pas sur ce dessin, et au plus on descendra, au plus il se positionnera médialement, puisqu'il va drainer le réservoir du Schill, la citerne de Péquet, qui est en regard de L1. Il est temps de parler des plèvres. Je vais essayer de garder la même couleur, pour vous montrer que les plèvres vont venir ici pratiquement se rejoindre au niveau du ligament interpleural de Morozov, le conduit thoracique restant bien sûr en arrière, et normalement on a deux cul-de-sac pleuraux, un en arrière de l'aorte et un aortico-œsophagien. On va ensuite représenter le système azygos. C'est pour ça que j'ai laissé ici, à ce niveau-là, la place donc, pour la crosse de l'azygos. Et environ au niveau de la 7e
la 8e ou la 9e vertèbre thoracique, c'est assez variable. Il y a la communication avec l'autre côté, le système des hémiazygos. Avant de représenter ça, je vais quand même ombrer un petit peu la plèvre pour qu'il y ait un petit peu de matière dans le fond du dessin, sinon la lisibilité va être réduite quand on aura appliqué les couleurs. Voilà la face postérieure de la plèvre à droite et à gauche. Le système azygos, donc, va drainer les veines intercostales. Alors faites-moi la grâce de ne pas les compter, je vais relativement vite pour les dessiner. Les artères intercostales vont être, elles, à destinée intercostale, mais à partir de la face postérieure de l'aorte, sauf pour les 3 premiers espaces intercostaux. C'est pourquoi je vais ici faire descendre, au moins schématiquement, le tronc cervico-intercostal et montrer ici les collatérales intercostales de l'aorte abdominale. Voilà pour ces éléments donc artériels intercostaux, et il nous reste à parler de 2 choses. Du point de vue nerveux, du nerf spinal, avec ses rameaux à droite et à gauche. Donc on retrouve ici le petit segment de moelle épinière avec la substance grise et la substance blanche que je représente simplement ici par un X, un croisement. On va retrouver ici le nerf spinal, son remplement ganglionnaire, et le 11e nerf intercostal. Aux autres étages, il n'y a plus les vertèbres. On va donc simplement retrouver les éléments des nerfs spinaux pour chacun des étages. Et ça va nous permettre d'appliquer la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est-à-dire le tronc sympathique. Ce tronc sympathique va présenter un renflement ganglionnaire par niveau segmentaire, va également envoyer les nerfs splanchniques, sur lesquels je n'insiste pas, on a déjà eu l'occasion de le dire précédemment, et il me restera à mettre en place les rameaux communicants avec les nerfs spinaux à chaque étage, ce qui va permettre maintenant de compléter ce tableau. Et vous voyez qu'une fois qu'on a retiré les corps vertébraux, on a une vision parfaite maintenant sur le contenu de cet espace paravertébral que j'espère avoir contribué à mieux vous faire comprendre. Merci de votre attention. Une question, est-ce que tu penses, et d'après ton dessin on peut le croire, que le fascia endothoracique est une des causes d'échec de diffusion de ces blocs? La réponse est probablement oui, parce que c'est une structure qui a à peu près l'épaisseur du fascia iliaca. Donc si on considère que le fascia iliaca est capable de retenir au moins un certain temps le liquide d'anesthésie dans son chemin de diffusion, alors je pense que la réponse est vraie pour le fascia endothoracique. Et très souvent dans les livres, il n'est pas représenté. Juste une question, le fascia endothoracique, il est unique ou c'est 2 hémifascias qui se réunissent? La diffusion, en cas de rupture de ce fascia, l'explication de diffusion contralatérale par voie antérieure. Non, parce que justement, vous êtes en dedans du fascia endothoracique, et là, la diffusion se fait entre le fascia endothoracique et la colonne vertébrale et ses éléments fibreux. Sauf si rupture
Alors, s'il y a une rupture, alors là, vous êtes très très proche de la plèvre. Je ne sais pas comment pratiquement on peut arriver à faire une injection, mais bon, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et à ce moment-là, on a le ligament interpleural de Morozov, mais qui n'est pas continu, ce n'est pas une cloison. Donc on pourrait imaginer qu'il y ait une diffusion vers l'avant, vers l'axe aérodigestif, vers le médiastin moyen. Comment on peut expliquer au niveau anatomique cette variation de la diffusion dans nos blocs paravertébraux? Est-ce que c'est que le fascia endothoracique? Est-ce que c'est une diffusion parce que ça passe par l'espace péridural? Est-ce que les compartiments paravertébraux avec la structure ostéoligamentaire sont clos, c'est-à-dire pour que ça diffuse en céphalique et en caudal? Et pourquoi ça diffuse plus en caudal qu'en céphalique? Excuse-moi. Excellente question, comme d'habitude, Denis, tu poses les bonnes questions. Donc, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cet espace, il est virtuel. Même si on le voit à l'échographie parce qu'il a un contenu, en fait, vous voyez très bien que dès que vous injectez à l'intérieur, eh bien, ce ne sont pas des limites, il y a des parois souples, sauf la paroi thoracique. Néanmoins, cette paroi thoracique, elle est perforée périodiquement par les foramen intervertébraux. Ces foramen intervertébraux, il n'y a pas de diaphragme fibreux. Le manchon que j'ai représenté ici de la dure-mère, il est entouré de veines, de petites artères, de tissus cellulo-graisseux. Il y a les rameaux récurrents méningés du nerf sinuvertébral. Autrement dit, c'est une passoire. Voilà, c'est clair, c'est une passoire. Y a-t-il une limite latérale à cet espace? Eh bien, on le voit très bien, il n'y a pas de limite latérale. Les vaisseaux continuent, le fascia endothoracique continue, l'espace intercostal continue, diffusion sans problème. Et il n'y a pas non plus, oui je vais y venir, il n'y a pas, comme on l'a vu, à condition d'être en redans du fascia endothoracique, d'obstacle non plus à une diffusion antérieure. Quant à savoir pourquoi ça diffuse plutôt en bas que plutôt en haut, est-ce que les diffusions ne sont pas liées simplement à la gravité? Est-ce que vous n'effectuez pas le plus souvent vos gestes sur des patients assis? Est-ce que tu as les mêmes diffusions sur les patients allongés? Ah, voilà. Donc, question qui restera ouverte, on essaiera d'y répondre l'année prochaine.